à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver. Peut-on sacrifier tout pour ses idéaux? C'est en substance ce que raconte le dernier roman de Julien Maury. Après 100 minutes et 32 possibilités, ce dernier sort son déjà troisième opus intitulé Point de vue avec un S. Puisqu'à une situation donnée, Julien Maury vous propose d'explorer les différents points de vue des différents protagonistes. Une sorte de pièce de théâtre au cours de laquelle le projecteur serait tantôt placé sur le héros, qui s'appelle Paul Sartre, tantôt sur sa femme, tantôt sur son ami. Ce roman est une sorte de kaléidoscope qui pousse le lecteur à prendre le parti de l'un ou de l'autre. Et au final, ce roman est-il vraiment un roman? N'est-ce pas plutôt un jeu? C'est ce que nous allons essayer de savoir et de comprendre avec Julien Maury qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau. Mais avant de l'accueillir, j'embrasse Michel et Jean-Luc. Bonjour Michel, ça fait un sacré bail qu'on ne s'est pas vu. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça va. Je suis contente de vous voir. Ça va. On va parler du... Le casque, oui, on va rebondir un petit peu sur une nouveauté. Casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Pour les enfants. Bon, c'est un petit peu un exercice de style autour de cette habitude qu'on a de protéger. Sauf que là, si le bamba n'a pas le casque, c'est 90 € pour papa et maman. C'est cher. Pas donné, hein? C'est cher. Ouais, c'est pas donné. On verra ça tout à l'heure, évidemment. Jean-Luc Vadacarne, vous allez bien? Très bien. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Vous savez, la semaine dernière, on avait parlé d'un animal qui arrive au printemps, qui se matérialise tout d'un coup dans les airs, c'était l'hirondelle. C'était beau. Et puis, on a d'autres animaux, et je vous remercie de me laisser l'occasion de défendre ces animaux qui sont mal aimés, pour chasser, tuer, etc. Je vous parlais des serpents. C'est ça. Et donc, pour la petite histoire, je suis phobique des serpents, et nous en aurons certainement, je ne sais pas, sur le plateau, on verra. C'est la jolie surprise de Jean-Luc aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Luc Vadacarne. Julien Maury, bonjour. Bonjour. C'est pas la première fois qu'on se voit. Vous êtes déjà venu pour votre précédent roman qui s'appelait 32 possibilités et vous revenez cette fois-ci pour un roman qui s'appelle Point de vue, qui est ici. La couverture va s'afficher certainement sur l'écran. J'ai troisième roman déjà. Oui. Alors que ça fait quoi? Ça fait combien de temps? 100 minutes, le premier était sorti en 2009-2010. Juin 2013. Je suis tout faux au niveau des dates. Juin 2013. Juin 2013, oui. Ouais. Et depuis, ben voilà, le 32 possibilités avait suivi 2 ans après et celui-ci. Alors, à la base, Julien, vous êtes guitariste. Oui, je suis toujours guitariste. C'est votre métier. Oui, c'est toujours ce qui me fait vivre. Ouais. Et vous écrivez à côté? J'écris, ouais. C'est-à-dire que vous ne vivez pas de votre écriture? Non, pas encore, j'aimerais bien. Ouais. Ce serait le but. Ouais. Mais nous sommes nombreux et il y a la force de frappe médiatique qui compte aussi. En dehors même de qualité ou non d'écriture, il faut quand même être visible. Et je n'ai pas la force de frappe des gros et il faudrait que je l'aie pour en vendre plus, pour pouvoir en vivre. Par contre, vous écrivez beaucoup. Parce que ça fait pas si longtemps que ça que vous avez sorti votre premier roman. Non. Du coup, 2013, ça fait 4 ans. 4 ans? Ouais. Ah oui. Mais j'avais entamé l'écriture en 2011. Donc voilà, ça fait 6 ans que j'écris. Ouais. Et donc 3 livres. Alors 3 livres, les 2 premiers étaient plutôt dans un style fantastique. Oui, il y avait la tonalité fantastique qui est toujours compliquée à définir. C'était pas les trolls, les gobelins. Non, on n'était pas sur le... C'est un élément déclencheur qui normalement ne peut pas exister, qui permettait d'arriver à une intrigue. Et par exemple, pour donner un exemple, dans 32 possibilités, le personnage principal se retrouvait dans le corps d'un autre. On pouvait basculer son esprit dans le corps d'un autre en utilisant des cartes à jouer. Voilà, du coup, vivre la vie d'une autre personne en utilisant son enveloppe corporelle. D'où la notion de fantastique. Voilà, et sur le premier, c'était une montre à gousset dont l'heure était découpée en 100 minutes. Et du coup, en consultant l'heure sur cette montre, ça crée des problèmes temporels forcément. Et c'est donc un élément fantastique aussi. D'où l'élément fantastique, ça c'était le premier. Et là, c'était abandonné totalement. Là, il n'y a aucun élément fantastique. Il n'y a aucun élément. Alors, très concret. Avant de faire le pitch, je voudrais revenir sur du livre, bien sûr, sans dévoiler, parce que c'est une sorte de thriller aussi, donc on va pas dévoiler évidemment la finalité du livre. Moi, je sais ce qui se passe, mais je vous le dirai pas. La notion d'écriture, pourquoi l'écriture, c'est arrivé quand d'ailleurs l'écriture chez vous? Comme ça. J'avais vraiment une envie d'écrire. Donc j'écrivais des textes de chansons qui étaient des textes courts et je voulais vraiment écrire. J'avais envie d'écrire de m'épancher plus sur un sujet. Ça a fait 100 minutes, j'avais cette idée, envie d'aller au bout, donc je m'y suis attelé, ça a bien fonctionné, et surtout j'ai aimé ça, donc j'ai enchaîné, et depuis j'enchaîne. Vous êtes déjà sur le prochain bouquin? Vous avez déjà l'idée ou pas? Il y a 7 pitchs en attente.
C'est-à-dire que vous avez déjà 7 idées en stock? Oui, il y a potentiellement 7 livres validés par le comité restreint. Oui, on va en parler du comité. Voilà, parce que du coup, ils peuvent dire que c'est débile ou pas. Enfin, débile. Ça n'intéresse pas ou pas. Ouais. Et les 7 semblent intéressés, donc il y a potentiellement 7 livres. Il n'y a plus qu'à faire le choix et de construire l'histoire. Ouais. Donc à raison de 2 ans par livre, ça laisse un peu de marge. L'écriture, c'est un exercice, de rigueur. Est-ce que vous écrivez par exemple tous les matins ou de rigueur? Oui. Vous n'écrivez pas comme ça? J'ai été plus assidu encore, je pense, sur celui-ci. Il est plus dense que ne le sont les 2 autres. Et il y avait, du fait de passer les différents points de vue, du héros à la femme, il fallait vraiment que je m'imprègne des caractères de différents personnages pour essayer de vivre comme eux, ce qui est difficile. Mais donc du coup, j'étais vraiment... j'ai mis en temps passé, il y a plus de temps passé sur celui-ci. Mais ça veut dire que vous vous astreignez à écrire de telle heure à telle heure par jour? Ouais. Bah, c'était un besoin en fait. Hein. J'avais vraiment j'avais l'envie et le besoin d'écrire et ça venait. J'insistais pas. J'ai insisté. J'ai fait l'erreur d'insister sur certains passages des 2 premiers. Et au final, c'est de la perte de temps. C'est en général quand on le relit, on se dit ça part à la poubelle. Donc c'est vraiment de la. D'accord. Ouais. Donc là, quand c'est fluide et que ça, en tout cas pour moi, pour mon style d'écriture, c'est ça. Si c'est fluide. On continue. Alors, on va peut-être faire le pitch du livre. C'est vous qui allez le faire parce que moi, j'ai peur de trop dire de choses. Ça s'appelle Point de vue avec un S, je le rappelle. Ouais. Donc, c'est l'histoire de Paul Sartre. Ouais. Paul Sartre qui a 40 ans, qui vient de fêter ses 40 ans et donc qui est frappé par la fameuse crise de la quarantaine qui touche certaines personnes. Ouais, pas mal. Et suite à ça, il fait un mini bilan de sa vie. Il regarde un peu en arrière, il se rend compte... qu'il a fait des concessions, on en fait tous en fait. Peut-être plus qu'il ne l'aurait voulu. En tout cas, il n'est pas allé au bout de certaines idées et il se décide d'y aller vraiment. Et il y va fort, trop fort du goût de certains. C'est question de point de vue justement. Lui, il avait son idée, il pense que c'est légitime. Sa femme a une autre vue et les différentes personnes impactées par son changement de vie... Voilà, c'est de croiser ses points de vue. D'accord. Donc le petit S, c'était vraiment ça. Il y a un point de vue général. Est-ce qu'on peut être vraiment détaché d'une situation donnée? Et chacun a son propre point de vue d'où il regarde. Et le mélange de tout ça fait... on le fait tous, on juge de notre point de vue à nous sans se mettre à la place de l'autre, c'est logique. Exactement. Donc c'était vraiment d'essayer d'explorer les différents personnages et vraiment de s'imprégner de chaque personnage. Et de voir comment il vivait la situation que Paul impactait. Voilà, l'anecdote de Paul Sartre, c'est qu'il ne s'appelle pas Jean-Paul Sartre. Non, il s'appelle Paul Sartre. Et en fait, je trouvais ça amusant, c'est Paul presque Sartre, ça devient son surnom, presque. Ouais. C'est que d'entrée de jeu, sans même l'avoir choisi, il est déjà impacté dès sa naissance par le choix de ses parents. On va se faire un point de vue sur lui, sans même qu'il ait fait quoi que ce soit. Il s'appelle Paul Sartre. Ah, presque comme le philosophe. Presque comme Jean-Paul Sartre. Donc, du coup, je le fais... Et forcément, ça influe sur son caractère et donc sur ses concessions à venir. Du fait qu'il il se sent toujours un peu en dessous. Voilà, il se juge de toute façon forcément moins bien que le Jean-Paul Sartre. Après, c'est une question de valeur, chacun met les valeurs qu'il veut, mais lui, par défaut, il va se mettre forcément moins bien. Et donc, il va vivre sa vie avec cette optique-là, en fait. Donc, on peut le dire, il veut changer le monde. Ouais. Et il est aidé quand même par le fait qu'il gagne au loto. Oui. On peut le dire ça. En fait, il se détache de l'aspect financier. Il n'a plus besoin de gagner sa vie, donc il peut se détacher de son travail pour vivre. Travailler dans la com. Voilà, donc il débarque tout ça, et à partir de là, de toute façon, il peut ou vivre comme un nanti et faire ce qu'il veut, et ça se passe très bien. Ou utiliser cet argent-là pour aller au bout des idées qu'il pense avoir oubliées en cours de chemin, quoi. Et des idées où il va très très loin dans Il va très loin, ouais. Du coup, voilà. Il veut sauver le monde, il veut changer le monde de manière positive. Mais après, avec des moyens qui peuvent paraître un petit peu il est obligé borderline. Voilà. En tout cas, il pense être obligé d'utiliser des moyens qui sont borderline. Après, à chacun de juger. Voilà, exactement. Julien, vous avez quel âge? 38. Ceci explique Paul a 40 cela. ans. Est-ce qu'il y a un peu de vous là-dedans? Forcément, je ne pense pas qu'on puisse complètement se détacher d'un livre. On met forcément de soi un petit peu. Ouais. Peut-être plus en suicide que dans les autres, je ne sais pas. Je ne suis pas Paul Sartre. Mais vous avez fait votre crise de la quarantaine ou pas? Vous êtes peut-être en train de la faire. Je suis peut-être dedans. Il faut demander à mon entourage. Ouais. Ouais, je sais pas. En tout cas, je me questionne sûrement sur mes... Arrivé à cet âge-là, on a déjà fait une partie de sa vie professionnelle.
On est plus ou moins installé. On a sa femme, ses enfants, globalement, enfin bon, ce sont les généralités, quoi. D'accord. Et on commence à regarder un peu ce qui s'est passé, nos propres choix. Ouais. Peut-être, ça a sûrement donné le pitch du livre, en tout cas. On va en reparler, on va creuser justement l'histoire de Paul Sartre dans ce livre, dans ce troisième livre, de ce troisième roman qui s'appelle Point de vue avec un S de Julien Maury. Mais d'abord, on va parler casque de sécurité avec Michel Vuchereau. Michel, la loi est passée. Un enfant de moins de 12 ans, s'il fait du vélo, doit obligatoirement porter un casque. Oui. Et on a vu des articles. D'ailleurs, ça a fait beaucoup de bruit. Les gens l'ont remarqué. Non. Pas beaucoup. C'est pas retentissant. Non. Et moi, il me semble que ça aurait pu faire davantage de bruit que ça. Alors, les arguments étaient de taille. Ils ont montré une photo. Les journalistes qui ont commenté la loi ont montré une photo qui est impressionnante d'un enfant pratiquement scalpé après une chute de vélo. Les statistiques sont comme toutes les statistiques, c'est-à-dire qu'elles sont probablement vraies, mais elles sont très partielles, et on pourrait dire la même chose des enfants qui montent dans les arbres, des enfants qui font du roller, des enfants qui descendent des escaliers, les enfants qui ont un gros chien mal dressé à la maison. C'est-à-dire que si on réfléchit bien, il y a beaucoup de circonstances où on est en danger. Ça fait partie de la vie, le danger. Alors on essaye, à notre époque, on essaye beaucoup de minimiser le danger et de faire des démarches de sécurité qui, quelquefois, paraissent aller un peu loin, quoi. Quand l'exemple du port du casque, mais vous le disiez, ça pouvait être sur d'autres choses. Évidemment, si j'oblige mon enfant, via la loi, à ce qu'il porte son casque, ça lui enlève de la liberté. Bien entendu. On est d'accord. D'ailleurs, on le voit tout de suite parce que les enfants réagissent, ils disent non. En général, ils disent non. Je crois qu'il faut rassurer les gens. Ils vont forcément dire non. Et j'essaye de me mettre à leur place et je trouve qu'ils ont raison. Il faut dire non. On veut porter le casque parce que je suis grand, je suis fort, parce que... J'en ai pas besoin, je sais faire du vélo. Parce que je suis fatigué, parce que ça sert à rien, et puis surtout parce que vous, les grands, vous ne le mettez pas le casque. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Donc les enfants sont logiques. C'est normal qu'il rechigne? C'est normal qu'il se rebelle contre ça? L'enfant, il dit son premier nom quand il dit moi, c'est-à-dire à 18 mois, il n'arrêtera pas de le dire. C'est sûr, et Dieu merci, les enfants disent non, heureusement qu'ils disent non. On y retourne, là, cette espèce de remise en cause tout à fait. Ça commence à 18 mois. Et heureusement que nos enfants disent non. Alors bien sûr, ils sont agaçants quand ils disent non. Mais qu'est-ce que c'est rassurant, des enfants qui disent non. Imaginez les enfants qui diraient oui à tout. Pas des enfants, ça. Et les ados on va peut-être pas aller trop vite. On va d'abord faire les enfants, mais après les ados. Le sécurité à tout prix, c'est pas top. Hein. Non, il y a des vices cachés derrière ça. La sécurité, quand on dit... il faut garder nos enfants, on n'en a plus beaucoup maintenant. Autrefois, on en avait 10 dans la maison pour en perdre un ou deux. Maintenant, on les fabrique à la demande. Faut qu'on se les garde, faut pas qu'on se les mette en danger. On en a 2, 3 max, quoi. Et on ne se rend pas compte qu'à les mettre continuellement à l'abri du danger, on les met en danger. Parce qu'il y a une période de leur vie où ils vont sortir de notre sécurité, c'est l'adolescence. Oui, mais c'est pas logique, on leur donne plus de sécurité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Eh bien, c'est qu'on agit dans l'immédiat. Un exemple, peut-on laisser les enfants aller chercher le pain à 6 ans, dans la rue? Seul, Bien sûr, c'est extrêmement dangereux. Maintenant, si on ne leur apprend pas à traverser la rue tout seul, si on ne leur apprend pas à aller s'adresser à l'autre tout seul, quand ils auront 12 ans, ils le feront, mais sans les plots. Ils auront des mises en danger, des prises de risque. Plus tard. Donc, plus dangereuses. C'est important qu'un enfant monte à un arbre, dans un arbre. Bien sûr, il va tomber. Mais il va se ramasser. Ça sera après la dernière fois. On verra peut-être dans une deuxième partie ce que ça change ce que la loi vient faire pour les parents aussi. Merci beaucoup, Michel. Maintenant, c'est Jean-Luc. Je n'ai rien dit. Jean-Luc, c'est à vous. Bien. Mon objectif, il est très simple. Hein. Me foutre les boules, oui. Pas du tout. Non, c'est que je voulais vous montrer des espèces qui sont de serpents, donc qui sont
visibles, qu'on peut côtoyer en Vendée, et en Pays de Loire en général, mais en Vendée. Pour que chacun puisse s'apercevoir que quelquefois, on tue encore des animaux qui sont complètement inoffensifs. Donc à l'écran, vous avez déjà Natrix. C'est la couleuvre à collier, qui est une couleuvre qui va faire tout au plus 1m10, longue, fine, très élégante, qui est remarquable par son collier jaune et qui, comme vous voyez, a de grosses écailles sur la tête. Et un corps fin et lancé qu'on va trouver surtout dans les zones humides, qui va se nourrir, puisqu'elle est toujours proche des cours d'eau et des étangs. Elle va se nourrir d'amphibiens, de batraciens, d'animaux comme ça. Je lève les jambes parce que j'ai l'impression que ça me monte dans les jambes. Non. Ensuite, on pourrait voir une autre couleuvre. Pardon, c'est pathétique. Une autre couleuvre qui, elle, paye un très lourd tribut, justement, parce que, donc là, il s'agit de Natrix mora, c'est-à-dire la couleuvre vipérine. Et elle est fourbe, parce qu'elle est entre les deux. Elle n'est pas du tout entre les deux. Justement, c'est ce genre de serpent que les gens appellent volontairement la vipère d'eau. C'est ça. Vipère d'eau, c'est un serpent qui a la particularité de s'immerger dans l'eau, de chasser dans l'eau des petits poissons, qui a un territoire extrêmement restreint. Se dépasse pas plus de 80 à 100 mètres autour de sa zone d'hivernage. Et elle a cette couleur, comme vous voyez, qui fait penser aux fameuses vipères qu'on va envisager après. J'ai juste un écran en face de moi, en fait, donc je n'ose pas regarder l'écran parce qu'il y a des photos qui passent. Regardez bien quand même la tête et regardez ses yeux. Les yeux de cette couleuvre, comme celle de la précédente et celle des suivantes, l'œil est rond. L'œil est rond. La tête est jointive avec le corps, on va dire qu'elle n'est pas très sculptée, et c'est un animal qui est assez long, donc ça c'est une petite quand même. C'est du petit gabarit. Voilà. Après, on pourrait passer à une autre couleuvre qui est très jolie, qui s'appelle la coronelle, Coronella austriaca. Là, vous voyez, sur cette photo, là aussi, regardez, les écailles sont très reconnaissables et l'œil est très reconnaissable et cette tête est arrondie. C'est très beau. Il y a de grosses écailles et la pupille est toute ronde. Les coronelles, donc, sont... dans notre région, c'est austriaca. La coronelle lisse, qui est un petit serpent très fin qui va se nourrir de toutes sortes de petites bestioles qui parfois nous ennuient, à commencer par les petits mammifères. Et puis... La dernière. Est-ce que vous avez passé votre temps? Il faudrait que je vous montre. Alors on passe très rapidement. Ça c'est le serpent fétiche de Michel, puisqu'il s'agit de l'esculape, couleuvre d'esculape, qui est voilà. Le caducée. Peut-être qu'on peut avancer et montrer alors les vipères très vite parce qu'on a fini le temps. Puis là vous avez Hierophis viridiflavus, qui est la couleuvre verte et jaune, qui est magnifique, qui est une grande consommatrice de vipères. Et puis après on passe vite aux vipères. Voici le fameux aspic, et reconnaissez la tête, vous voyez, avec ce petit nez retroussé, et surtout cette pupille verticale. Et regardez, il y a plein d'écailles, alors que les couleuvres précédentes, il n'y avait que des très grandes écailles. Vite, et la dernière, la vipère péliade. Franchement, vite, la vipère péliade. Vous allez me payer. Vipère péliade. Donc là, vous voyez la tête aussi reconnaissable. Là, voilà. Donc le patron de couleur est un petit peu différent. La tête est plus massive, en groin, et c'est celle qu'on trouve assez fréquemment. Donc ces deux vipères sont les seules qu'on trouve dans notre région. Voilà. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause. Dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée aux serpents, mais pas que, surtout à Julien Maury et à son livre Point de vue, avec un S, je le précise parce que justement on va en parler avec... Comme serpent, exactement. Julien qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau de la grande émission. D'ici quelques instants, la suite de la chronique de Michel sur le casque obligatoire des moins de 12 ans pour faire du vélo. Julien... est-ce qu'on peut dire que, on ne va pas tout révéler et surtout pas la fin, on ne va pas spoiler comme on dit la fin du livre, est-ce qu'on peut dire que
Paul, du fait, votre héros, donc, qui décide de changer radicalement de vie à ses 40 ans, genre une sorte de crise de la quarantaine, plus, parce que aussi il a gagné au loto et que ça lui permet d'être libre de ses choix, il va s'entourer d'une équipe un peu particulière pour justement changer le monde et sauver le monde. C'est une équipe un peu d'extrémistes, mais pas dans le sens politique du terme, enfin des idées, on est d'accord. C'est une équipe de gens qui sont eux-mêmes dits borderline de par leurs activités ou voilà, pour certains travaillent dans l'informatique à un niveau plus ou moins avancé, oui. Voilà. D'autres sont, enfin, je ne vais pas tout spoiler, mais bon, il y a un peu de tout, des gens qui ont des idées différentes, on va dire, de ce qu'on peut entendre ci et là dans les différents journaux, et qui rejoignent pour le coup les idées de Paul au moment où il fait sa crise. Et du coup, Paul étant un homme lambda, oui, c'est vraiment le gars basique, on va dire. Ouais. C'est pas du tout péjoratif, mais vraiment, voilà. Oui. Et il sait qu'il n'a pas les compétences pour aller au bout de ses idées. Et du coup, mais il a l'argent. Mais il a l'argent. Donc, c'est le nerf de la guerre, comme dirait ma mère. Ouais. Pardon. Mais c'est le fait de s'entourer des personnes... Du coup, il sait qu'il ne peut pas, donc il s'entoure grâce à l'argent, entre autres. Et puis, parce que du coup, ces personnes qui, elles, n'avaient pas l'argent, trouvent un mécène, quelque part, entre guillemets, pour aller au bout. Parce qu'il veut agir sur différents points de vue. Il veut agir sur, entre guillemets, sur le fait de mieux manger, ou du moins sur un grand groupe agroalimentaire. Il veut sur les médias et sur la politique aussi. Ouais, il pense que tout est lié, ce que je pense est assez vrai, de toute façon. Et du coup, il décide de frapper un grand coup sur chaque représentant des domaines alimentaires, banques... qu'on retrouve dans l'émission d'Élise Lucet, Cache Investigation. Hein. Quand elle fait des enquêtes, on est vraiment sur ce genre de phénomène. Est-ce qu'on peut dire de lui qu'il est activiste ? Ça pourrait faire peur, d'ailleurs, alors qu'il est plein de doutes. Ouais, il est tout le temps... il dit qu'il y va, il a la possibilité d'y aller, il y va, et finalement, il n'y va pas, il n'est pas tout seul, il est en couple. Ils vont faire des actions, ils vont faire des actions concrètes. S'il se lance vraiment, ça va impacter son couple, ça va impacter sa famille, ça va impacter tout le monde. S'il va au bout de ses idées, il ne sait pas jusqu'où aller, il ne sait pas où mettre le curseur. En même temps, il pense l'avoir trop longtemps ignoré, ce curseur. Donc là, il se dit, j'y vais, je me mets en adéquation. Il est très maladroit dans ses démarches. C'est-à-dire qu'il y a un côté très maladroit et très tendre en même temps. Ses idées le dépassent, je pense. Du fait qu'il est le fameux Paul Sartre, presque. Il est presque tout le temps dans sa vie, en fait. Ouais. Donc il pense, il est presque. Je pense que ça le résume bien et je voulais, tant mieux que vous l'ayez ressenti, je voulais que ça soit ça. Oui, il y a des actions très concrètes et très fortes qui sont menées, voire limite border. Ouais. Mais lui, avant, il est toujours en train de se dire, est-ce que je fais bien ? Est-ce que j'ai raison de faire ça ? Il est toujours dans le questionnement, en tout cas. Et doit-on utiliser les travers de ses opposants ? Oui. Est-ce qu'on a le droit de combattre la violence par la violence ? Il se pose toutes ces questions-là. Il n'a pas les réponses. Et il les expérimente au moment où il commet ses actes. Vous avez voulu aussi montrer le point de vue de sa femme, Laetitia. Parce qu'elle subit un peu les choses. Complètement. Elle subit les choses, en fait. Mais je pense que c'est inhérent à chaque... Je pense que dans chaque grand homme politique, grand homme d'affaires, ils ne font pas tout seuls. Donc, 1 + 1, ça fait souvent plus que 2. Quoi. Donc, en l'occurrence, c'était son équilibre. Elle ne cautionne pas ses idées. En tout cas, elle pouvait les cautionner, mais pas le fait d'agir. Quoi. On peut dire, lui, je ne l'aime pas, mais je ne fais jamais rien. Bon, lui, à un moment donné, il dit, j'aime pas ça, j'y vais, je corrige. Ce qui veut dire qu'il sacrifie quand même son couple. Oui. On est d'accord. Oui, il accepte de... Il sacrifie sans sacrifier, parce qu'en fait, il est toujours dans le doute. Il est presque. Il est presque, c'est ça. Voilà. Il est presque. C'est-à-dire qu'il est toujours amoureux de sa femme et il se dit comment j'ai pu lui faire subir ça, on est d'accord. Complètement. Et puis, il sait ce qu'il perd, ça c'est sûr. Et il n'est pas sûr d'arriver au bout de ses idées. Le fait qu'il ait gagné 63 millions, pourquoi lui avoir mis dans la main ces 63 millions ? Est-ce qu'il aurait pu agir sans ces 63 millions ? Est-ce que la crise de la quarantaine aurait été la même ? Les 63 millions lui apportent la liberté. Il faut reconnaître que de toute façon,
certains, et c'est tant mieux, c'est mon cas, font le travail qu'ils aiment et c'est parfait. Pour d'autres, non. Ils sont obligés de travailler pour avoir gagné leur vie. Et puis voilà, à un moment donné, il faut de l'argent. Lui, il se libère de ça. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qui est important pour lui? Il n'a plus besoin de se lever pour aller gagner de l'argent. Donc à un moment donné, pourquoi je me lève? C'est un peu ça. Pourquoi je me lève le matin? Voilà. Et si j'enlève ma particule presque, j'y vais. Sauf qu'il enlève. Il a la particule presque, Jean-Paul Sabre. Très bien, on va en reparler évidemment de ce livre, mais d'abord on va refaire un point avec Michel sur sans aucune transition, quoique, sur le port du casque pour les moins... ouais, parce qu'il aurait peut-être dû Paul porter un casque aussi, sur le port du casque obligatoire pour les moins de 12 ans. Donc on a vu le fait sécurité, liberté, etc. dans cette première partie. Mais ça change vachement de choses pour les parents aussi. Ça change le rôle des parents, effectivement. D'abord, il y a un grand courant d'idées qui fait que lorsqu'un enfant est en danger, c'est la faute des parents. Il n'y a plus le doigt de Dieu qui pouvait faire qu'un enfant tombe parce que c'est normal de tomber. La loi de la pesanteur fait que... Donc c'est toujours là... Et puis, le fait d'avoir mis une législation, ça va... supprimer aux parents le droit de dire moi je pense que je préfère que mes enfants soient en sécurité, en liberté plutôt qu'en sécurité. Maintenant il n'a plus le droit de le dire, le parent n'a plus le droit de le dire, car être parent c'est préparer l'enfant à obéir aux lois dans notre société. Donc on va débarrasser... C'est en lien avec le livre de Julien Maury, c'est le fait d'obéir ou pas obéir. Et pas obéir, et la désobéissance devient une désobéissance à la loi, donc un acte anti-éducatif. Et on sait que tout le monde doit obéir à la loi. Les enfants, les parents, les hommes politiques. Alors on sait bien qu'il faut qu'ils obéissent à la loi. Et lorsque l'enfant va sortir de la loi, lorsqu'il ne va pas mettre son casque, le parent pourra parfaitement punir, parce qu'il ne le fait pas au nom de sa psychose, au nom de sa peur, il le fait au nom de son rôle éducatif. Car dans une loi, il faut obéir à la loi, sinon il y a la sanction. C'est-à-dire qu'il punira sans colère. C'est un petit peu une aide qu'on donne aux parents, mais une aide qui est très vicieuse. Moi j'ai l'impression qu'on infantilise aussi le parent. On est enfin, le schéma dans tout ça, c'est que au nom d'une sécurité, on grignote la liberté. Sur l'autorité même et sur l'autorité même. Sur l'autorité. Parce que un parent peut, sans passer par, avant, pouvait sans passer par la loi, obliger son enfant à mettre un casque. À mettre un casque. Il le faisait en son nom propre. Voilà, c'est ça. Et il avait parfaitement le droit de le faire. Et même, il pouvait argumenter. Là, il n'a même plus à argumenter. Il ne peut plus décider s'il met le casque ou pas le casque. D'accord. Et c'est un petit peu une déresponsabilisation des adultes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que pédiatre, de cette obligation du port du casque? En tant que pédiatre, je ne sais pas, en tant que moi, je pense que... Grand-père, non, mais c'est une question. Moi, je pense que c'est pas aider les enfants. Et que ils sont tellement conditionnés par ce qu'on doit faire, ce qu'on doit voir, ce qu'on doit entendre. C'est difficile de lire, de regarder autre chose que ce qu'on nous propose. C'est très très difficile. On est dans une espèce de formatage, et quand les enfants ont des prétentions d'être libres et de cacher quelque chose aux parents et de faire sans eux, on peut se dire que c'est leur salut, ça, et qu'il faut passer par là. D'accord. Parce qu'on parle enfant, mais on parle aussi adolescent. Oui, parce que là, on parle des moins de 12 ans, mais après... Mais après, c'est la même chose. Une fois que le pli est pris et que tout sera régi par des lois, quelle sera la marge de manœuvre? Est-ce qu'à l'adolescence, on peut se dire mon idéal de vie, mon idéal d'être, je peux l'atteindre, quoi. Je peux l'atteindre. Il faut les crises comme vous décrivez. Crise de la quarantaine. Quarantaine qui, en fait, sous le visage de l'altruisme, est quelque part très égoïste, pour secouer le cocotier, quoi. Ouais, c'est le cas d'ailleurs pour Paul. Donc cette loi, on ne peut pas dire aux gens, on ne peut pas dire ça, c'est pas bien cette loi, parce que effectivement, le casque, ça protège en plus. Que c'est vrai en plus. Mais c'est cette espèce de grignotage progressif de la liberté qui commence quand même à être un petit peu préoccupant. Et pour terminer très vite, la prochaine étape, c'est quoi? La
Après le casque. Oui, on en parle souvent parce que je pense que ça va arriver un jour. C'est la géolocalisation de nos enfants. Ça va venir. Le bracelet, le bracelet ou la puce. La puce ou la peau ? Oui, ça a une écoute, une aura magnifique, fantastique, ça. Imaginez, toujours savoir où est notre ado. Ouais. Oh là là, on peut dormir. C'est pas vrai d'ailleurs, mais qu'est-ce que ça sera bien. Merci Michel. Je vous en prie. On va faire le lien très, très simplement avec le livre de Julien qui s'appelle Point de vue, qui est sorti en décembre. Il n'est pas sorti là, il est sorti le 21 décembre. Juste avant les fêtes de Noël. Oui, comme par hasard. Ça a été un flux tendu en tant qu'éditeur pour le coup. Est-ce que c'est un livre, après on reviendra sur la façon dont vous avez écrit le livre et surtout avec ce fameux comité de lecture ou de validation, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais est-ce que c'est un livre qui à mon sens oblige le lecteur à faire un choix, à prendre soit le parti de Paul, soit le parti de sa femme Laetitia, soit le parti de son meilleur ami aussi, soit le parti de ses parents, etc. C'était voulu comme ça ? J'espérais, en tout cas. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire en parlant de ce livre. C'est qu'on me dise, j'étais avec Paul, après j'étais avec Laetitia, après. Parce que c'était le but. Moi, j'essayais, au moment où j'écrivais la partie de Laetitia ou la partie de Paul, d'être Laetitia, ce qui n'est pas possible, a priori. Vous écrivez pas avec une jupe ou... Non. Bon, j'étais pas Laetitia, mais toujours Laetitia, je devais un maximum m'imprégner de ça, donc tant mieux si les lecteurs le ressentent, parce que c'est ça, c'est vraiment ça, on juge forcément d'après notre point de vue, on n'a pas d'autres repères. Et du coup, Laetitia se fait impacter directement par les choix de Paul. Et après, ça augmente de cercle en cercle. Oui, parce que la différence, c'est que Laetitia, elle n'a rien choisi. C'est-à-dire qu'elle subit complètement. Et en plus, elle subit toute l'enquête, entre guillemets. Elle subit les répercussions. Rien dire, l'enquête policière qui va avoir lieu derrière. Voilà, pour le coup, c'est un choix égoïste de Paul. Mais c'est compliqué. Est-ce égoïste ? Parce que lui, du coup, il décide d'aller loin. Pour lui, c'est de l'altruisme. Oui, parce qu'il veut sauver le monde. Pour lui, c'est pas du tout égoïste. Pour lui, c'est un acte de générosité. Il se sacrifie pour lui, pour améliorer le monde. Pour lui, le fait de sa quête, ça va être vraiment quelque chose de super. Sauf que, je vous raconte pas le roman. Non. Et pour Laetitia, c'est totalement égoïste. Il sacrifie sa famille, il sacrifie elle, il sacrifie ses amis. Il sacrifie un idéal. Pour certains, le monde va très bien et la société est très bien telle qu'elle est. Donc, de quel droit décide-t-il de vouloir changer ça, quoi. Comment le personnage principal, c'est quand même Paul Sartre. Vous êtes c'est pas identifié, mais vous avez écrit spécifiquement sur Paul Sartre. Est-ce que c'est facile de passer du point de vue de Laetitia, du point de vue de Paul Sartre, du point de vue de son ami, etc. Non, ça a été. Il y a un côté un peu schizo, je suppose, un côté un peu. Et là, du coup, le comité de lecture était très utile. Alors, dans quel sens ? Dans le sens où c'était pas le lundi, je me disais j'écris Laetitia le lundi, c'était pas ça, c'est selon le feeling, je me sentais plus, je sais pas, d'humeur féminine ou je sais pas. Oui. Et en pensant, on va dire qu'il y a une ligne directrice pour chaque personnage. D'accord. Et j'ai pu m'éloigner de cette ligne en cours de route, pensant vraiment écrire Laetitia et que Paul commençait à infuser dans Laetitia. Ouais. Dans la vraie vie, on s'influence forcément, donc elle pouvait être influencée par Paul, mais en même temps, il ne fallait pas qu'elle le soit trop si je voulais être cohérent par rapport à la ligne de chaque personnage. Donc le comité m'aidait à avoir un point de vue extérieur, et donc de ne pas oublier chaque personnage. Vous aviez travaillé comme ça pour 32 possibilités, où il y avait beaucoup de personnages aussi ? Il y avait beaucoup de personnages, mais là, pour le coup, il n'y avait pas Non, il n'y avait pas cet aspect vraiment jugeant de chaque personnage. Vraiment, il fallait que ressorte l'aspect des points de vue, c'était vraiment le but. Donc il ne fallait pas que je me loupe sur les différents points de vue de chaque personnage. Le livre, il a été lu déjà par pas mal de gens, je suppose aussi des proches, ou pas forcément, ou des gens qui ont lu le livre. De tout. Il y a est-ce que, justement, tous les lecteurs que vous avez rencontrés ont un point de vue sur la situation ? Oui, c'est ce que je trouve super. Parce que peut-être on pourrait sortir du bouquin en disant je ne sais pas trop, mais en fait, est-ce que ça... Ah si, c'est très tranché. C'est ce que j'expliquais sur mon site. Ah oui, complètement. Autant les deux autres, on pouvait adhérer ou non. Voilà, c'est des choix. Là, c'est très clivant. Il n'y a pas de jugement. Ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas de jugement sur la forme du livre. Sur la manière l'écriture, sur etc. le style, tout ça, on ne fait aucune réflexion là-dessus. Ouais. Par contre, sur le fond est extrêmement clivant. Justement,
Sur les moyens qu'il prend, sur le côté un peu activiste. Sur ce que fait Paul, sur le côté égoïste. Pour certains, justement, ce que je disais, certains le trouvent vraiment, c'est un mec qu'on déteste, d'autres qui l'adorent parce que justement il va au bout de ses idéaux. Enfin, les retours sont tout le temps... Et vous attendiez à ça? Non. J'espérais. J'espérais, parce que c'est vraiment le but du point de vue. Mais... donc, que ce soit aussi tranché, entre guillemets. Ouais, c'est vraiment tranché. C'est hyper intéressant. Au sortir du misanthrope, est-ce qu'on peut être filin ou Alceste Exactement. Exactement. On n'est forcément pas tiède, on est forcément l'un ou l'autre. Ouais. On prend le point de vue d'Alceste ou l'autre. Mais on quitte un peu, je pense, le côté lecture détente. Il y a peut-être plus, un peu plus loin peut-être que la lecture détente. Peut-être que ça fait résonner des choses sur ses propres choix. Enfin, en tout cas, j'ai reçu des retours de lecteurs par rapport à ça. Et dès le départ, et dès le début du livre. C'est-à-dire que dès le début, on se pose la question, parce que dès le début, et on posait les choses. Paul a 40 ans, et qu'est-ce que je vais faire après, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. On va faire une petite pause et on va en reparler dans la 3e partie de l'émission. Et on aura des copains dans l'émission. Dans la 3e partie de cette grande émission consacrée à Julien Maury qui vient nous présenter son 3e roman, Point de vue. Excusez-moi, je suis un petit peu perturbée parce que Jean-Luc est venu avec un copain. Et autant vous dire que je fais pas du tout la maline. Alors Jean-Luc. Je voudrais saluer votre courage quand même, parce que je connais des gens phobiques qui seraient déjà sortis du studio. C'est-à-dire que si je sors de mon siège, je tombe. On va faire vite. Donc, je vous ai amené plusieurs serpents, en fait, pour ne rien vous cacher. Ça, c'est un colubridé. Voilà, c'est un colubridé, donc de la famille des couleuvres, comme les serpents que vous avez vus précédemment. Celui-ci est un Orthriophis tenura ridleyi. Donc c'est un serpent qui, dans son pays d'origine, on va dire le sud-est asiatique au sens large, puis il y en a un petit peu partout dans le sud-est asiatique, consomme des chauves-souris. C'est vous dire la rapidité de la frappe qu'il peut avoir. Là, c'est un mâle qui fait pas tout à fait 2 mètres. Il doit les faire. Voilà, bel animal. Il y a plusieurs types d'Orthriophis. Ça, c'est certainement un des plus beaux. Après, je vais vous présenter, alors ça c'était l'Asie, je vous présente un serpent extrêmement commun maintenant en terrariophilie, le python régus. Ah, parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais le python, c'est très gros, les pythons? Oh non. Oh là là, c'est pas gros là. Oh là là, il est énorme. Il est énorme celui-là. Pardon. Oh là là. Oh là là. Voilà. Alors, ça c'est un python régus. Je crois que les Anglais disent ball python parce que quand il est un peu stressé ou sur son quant à soi, il se met en boule, ce qui est le cas de ce mâle qui est ici. C'est un serpent qui est très fréquent en Afrique de l'Ouest et notamment au Bénin où il fait l'objet de tout un culte, bien sûr. Il passe l'essentiel de son temps dans les termitières. C'est un chasseur à l'affût qui consomme essentiellement des petits mammifères. Il y a plein de phases de couleurs dans ce qui ont été sélectionnés par les éleveurs. Là, c'est le motif classique, celui que vous pouvez trouver dans la campagne béninoise, par exemple. D'accord. C'est très beau. Et je suis... Oh là, celui-là. Alors, je voudrais juste qu'on salue aussi, vous n'êtes pas tout seul, il y a Bénédicte, on ne la voit pas, mais Bénédicte, c'est elle qui porte les serpents. Elle n'a pas peur du tout, Bénédicte. Oui, venez, plutôt du côté de Jean-Luc, oui. Voilà. Donc, on sera 2 pour rattraper, si jamais. Ici, donc, on vous a amené une petite... là, on est aux États-Unis. D'accord. Donc, ça, 3 c'est continents aussi différents. Une petite couleuvre américaine, très connue, qui a changé de nom. C'est ce qu'on appelle Pantherophis maintenant, Pantherophis guttata. Et là, dans une phase de couleur un peu particulière. On dirait qu'elle est albinos. Oui, c'est pas réellement albinos. Hein, c'est... albinos, il n'y a plus du tout de blanc, de couleur, de pigment, alors que là, il y a quand même de la couleur. Donc ça, c'est un serpent qui est très, très populaire dans le commerce actuellement, qui est multiplié, reproduit à des milliers d'exemplaires. Je ne vais pas dire que tout le monde aura ça à la place du chat bientôt, mais il faut reconnaître que une fois qu'on sait s'en occuper, c'est beaucoup moins d'astreinte qu'un chien ou qu'un chat. Voilà. Ah oui.
Voilà, je m'arrête là. Oui, je pense. Mais je suis ravie, hein. Je suis ravie, vous les embrasserez pour moi. Mais d'accord, ok. Oui. Hein, merci Jean-Luc, c'était la fin de votre chronique ? Oui. D'accord, on peut passer à autre chose. Je tiens juste à signaler que les serpents et Jean-Luc et Bénédicte sont à la maison familiale de Saint-Florent-des-Bois. Je tiens à le signaler. Merci beaucoup. J'ai tenu le coup. Rangez bien les bébêtes. Hein. Qu'il n'y en ait pas une qui sorte. Voilà. On va tranquillement reparler du roman de Julien et finir sur le point de vue. Voilà. Sans aucune transition. Point de vue qui est sorti en décembre dernier et donc point de vue avec Annès. On rappelle l'histoire très brièvement. Paul Sartre, 40 ans, fait sa crise de la quarantaine, souhaite, entre guillemets, suivre les idéaux qu'il a depuis très longtemps, gagne au loto et met tout en œuvre pour, justement, il veut sauver le monde. C'est quand même assez joli en résumé, il veut sauver le monde. Après, avec des moyens, on ne va pas tout dire, mais des moyens un petit peu borderline, mais il veut sauver le monde. Julien, pardon, je souffle. Julien, vous avez parlé tout au long de l'émission de ce fameux comité de lecture ou comité de correction, je ne sais pas. Je suis allée voir sur votre blog, sur la façon, parce que vous expliquez en plus tout au long de l'écriture, vous parlez des différentes étapes. Pardon, le livre, il y a eu 2 versions, c'est ça ? Une première version qui était totalement différente de celle qui est sortie. Oui, parce qu'en fait, au départ, je pensais avoir... je voulais faire 3 points de vue, avec 3 volumes. Donc le premier livre aurait été le point de vue de Paul, Laetitia, et après le point de vue d'un observateur extérieur. Et en fait, je pense que ça diluait le propos et ça perdait en efficacité. Là, le fait d'avoir le ping-pong entre chacun, on sort du point de vue de Paul et on bascule directement sur ce qu'en pense Laetitia. C'est découpé différemment, mais en tout cas... On a tout de suite son ressenti à elle. On tourne tout le temps. Le comité de lecture, il est composé de qui ? Pour vous faire, entre guillemets, dévier ou vous faire recadrer plutôt. C'est peut-être plus dans l'autre sens. Alors en premier lieu, ma femme, parce que du coup, je sais qu'elle ne prend pas de gants. Non mais c'est très pratique. C'est très tranché, c'est très net. Donc au moins... il n'y a pas l'affectif qu'il pourrait y avoir sur le tonton ou la tata qui ne veut pas blesser. Là, c'est clair. C'est en premier lieu, c'est le premier jet. Voilà. Donc, j'ai sorti le premier roman, enfin le premier jet. La première version. 450 pages. C'était que le point de vue de Paul. 450 pages, c'était que le point de vue de Paul. Et du coup, on avait des bribes des autres, mais sans y aller vraiment. Elle l'a lu et elle connaissait forcément ses privilèges. Elle connaissait la tournure et tout ça. Et pour elle, ça diluait trop le propos. Et il manquait justement l'écho direct de Laetitia. Et après, d'autres lecteurs, c'est âge et niveau de lecture mélangés. D'accord. Plus ou moins proches. Ils sont 6-7. Je sais qu'ils ne sont pas tendants. Enfin, c'est ce que je leur demande de toute façon. Et c'est pas difficile, au bout de la première version, d'avoir, je sais pas, 450 pages et qu'on vous dit « Non, ça va pas le faire. Julien, ça va pas le faire. » Des fois, ça pique un peu. Quand même, j'ai passé du temps. Détends-toi. Et puis, en fait, non, c'est vrai. Très souvent, c'est vrai. Moi, je perds forcément une part d'objectivité dans l'affaire parce que je crée l'histoire. Donc, j'écris un peu ce que je veux, c'est l'avantage. Mais il faut ça. C'est vraiment bon. Donc, du coup, sur les 450, il en reste 200, 250. Et puis, et encore, non, même pas, parce qu'il y a plusieurs points de vue. Donc, première version 8 mois, deuxième version 7 mois. Total 12 058 révisions de texte et 865 heures et 30 minutes. Ouais, ça faisait rigoler. Il y a un côté un peu grosse entreprise, quoi. Ouais, sur le premier, il y avait 100 minutes, il y avait 32 possibilités. Tout le monde attendait un chiffre sur le troisième opus. Et il a eu un temps, un chiffre. Et finalement, je l'ai enlevé. Et je trouvais ça rigolo, même pour moi. On ne sait plus quel temps on passe. Et de quantifier vraiment ce qui s'était passé. Et voilà, c'était intéressant. Quand j'ai fait le calcul, j'ai dit, ah ouais, quand même. Et il fallait y retourner. Oui, c'est ça, parce qu'après, il faut s'y remettre. Là, c'était pas bon, puis après, il faut encore virer. Est-ce que vous avez évolué dans votre écriture entre 32... 100 minutes, même 32, l'avant-dernier, 32 possibilités, l'avant-dernier livre. Je trouvais, et on me l'a dit, donc du coup, c'est rassurant, c'est plus concis, je pense, c'est plus efficace.
Il y a moins de... C'est plus direct. Ouais, on parlait de dilution de propos, je pense que c'est clair. Ouais. On va droit au but, je pense, plus rapidement. En tout cas, en moins de mots, c'est mieux construit, je pense. On progresse forcément. Enfin, j'ose espérer, en tout cas. Vous l'avez senti que vous aviez progressé ou pas? Je trouvais, ça fait prétentieux, mais je trouvais qu'il y avait plus d'efficacité. Quand je le relisais, j'arrivais à me dire, bon, c'est bon, je pense qu'on a bien ramassé le propos, pas besoin de trop en enlever. Mais bon, il y a toujours besoin. Ça fera un super bon scénario de film? Je pense que les deux autres fonctionnaient aussi. Oui. D'ailleurs, je crois que je vous avais dit la même chose pour 32 possibilités. On me l'a souvent dit, en fait. L'écriture cinématographique et le fait que... Ça vous a jamais titillé? Si. Si. Ça sera vraiment le kiff. La suite du site de faire, suite. Oui, de faire... mettre en image le livre, oui, ça serait parfait. Ouais. Je ne sais pas pour 100 minutes, mais 32 possibilités avaient fait des super ventes. Les deux. Les deux. Ouais. Pour l'autre. Les deux. Non, mais notamment ça sur Amazon. Bien passé, voilà. Les ventes électroniques, c'était très bien passé. Et du coup, je n'ai pas encore fait. Vous n'avez pas regardé pour l'instant? En fait, je débute avec Télévendée la campagne de communication. On ne l'a pas dit, mais c'est toujours en auto-édition. Oui. Toujours. Et autant le premier, c'était suite à des refus de maisons d'édition classiques, autant là, c'était vraiment délibéré. Je savais que je restais en auto-édition. Pour tout contrôler? Ouais, là, j'avais vraiment un besoin de contrôle parce que je savais que le sujet était potentiellement tendancieux sur certains choix du héros. Je savais pas, on parlait de responsabiliser les gens. Là, je me dis, c'est bon, personne coupera ce que je veux pas qu'il soit coupé. Donc, je décide jusqu'au bout d'y aller. Et en même temps, vous auriez pu, après votre avant-dernier roman 32 possibilités, justement passer avec l'assurance et avec le succès que ça a rencontré, dire je vais passer par une boîte d'édition traditionnelle, et pas du tout. Moi, j'aurais pu tenter le démarchage en utilisant... Vous aviez peur du retour? C'est difficile à... Parce que c'est difficile d'éditer dans les grandes boîtes aujourd'hui. C'est très difficile. Avoir la lettre de refus et la critique, non. Ça, je pense vraiment pas... je monte pas très haut quand on m'encense et je descends pas très bas quand on me critique. Ça va, je suis à peu près... ça touche forcément, mais rien de dramatique. Donc, j'avais pas peur de ça, mais c'était vraiment le côté maîtrise du bébé jusqu'au bout. C'est ça. Au final, c'est un livre sur quoi? Est-ce que c'est un livre sur la crise de la quarantaine? Est-ce que c'est un livre sur les idéaux? Sur le renoncement? Est-ce que c'est un livre sur le choix? Est-ce que c'est un livre sur le doute? Choix, ouais. Je pense que c'est... j'utilise souvent cette image, c'est de mettre un curseur à un niveau, quel que soit le niveau, que ce soit éducation, travail, santé, amour. Mettre un curseur et est-ce qu'on s'y tient ou pas, quoi. C'est jusqu'à quel point on gravite autour. Est-ce qu'on accepte de renoncer à... Quel est le niveau de renoncement et jusqu'où je suis prêt à sacrifier des choses pour aller à tel ou tel... à mes choix, quoi. Qu'est-ce que je fais de mes choix? Et pour finir cette émission, qu'est-ce que vous auriez fait avec 63 millions d'euros? Je pense pas que j'aurais fait ce qu'a fait Paul. C'est compliqué. Vous l'auriez fait ou pas? Je vous pose la question parce que je me dis que forcément vous avez dû mettre un peu de vous dans cette histoire. Je changerais forcément la façon de vivre. Ce que je disais tout à l'heure, si j'ai plus besoin de travailler pour vivre, ça recoupe. Tout à l'heure, il y a l'aspect politique. Il y a le coût du revenu universel et j'ai plus besoin de travailler pour vivre, je fais ce que je veux. D'un seul coup, j'ai 63 millions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment, en fait? Ça questionne, pour certains, ça peut être angoissant. Oui, c'est ça. T'as pas besoin de travailler, ton marqueur social, c'est plus le travail. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, c'est sortir un peu de sa zone de confort et de se poser peut-être des questions qu'on se serait pas posées si on n'avait pas eu ce choix financier, enfin cette opportunité financière. C'est ce qui a de toute façon débloqué Paul et ce qui pourrait peut-être me débloquer, j'en sais rien. Donc en clair, vous n'avez pas répondu à ma question, quoi. Vous avez botté en touche. Faut que je me lance en politique. Vous avez un maître à écrire? Non. Faudrait. Camus, non? Pardon? Camus, non? Vous avez des références? Non, non, j'ai pas. Faudrait que je lise du coup. Je veux dire Camus, je lis autrement. Oui. Mais Camus, c'est vrai, il y a du Camus, c'est vrai. Il y a vraiment du Camus sur la notion de choix et de qu'est-ce qu'on. J'ai lu un peu de Jean-Paul Sartre du fait de Paul mon avec Paul. Paul Sartre. D'accord. Voilà, il faudrait que je creuse plus en avant. On vous conseille de lire... Je vais lire du Camus. Et on en reparle. Ça s'appelle Point de vue, avec un S. C'est sorti en décembre dernier. C'est le 3e roman de Julien Maury. Je ne l'ai pas dit, mais vous êtes toujours à Comqué? Oui.
Toujours un comiquet. Voilà, je vous conseille de le lire. Moi, je l'ai personnellement dévoré. Il est dans toutes les crèmeries, les bonnes crèmeries, comme on dit. Il est en cours de distribution. Bon, bah, très sur bien. Le site. Il est sur le site www.80mots.com. Vous pouvez le précommander et en Ah oui, on l'a pas dit. Dédicace samedi prochain à l'espace culturel Leclerc à La Roche-sur-Yon. C'est à quelle heure? De 11h à 17h. Ah oui, d'accord. Pour aller voir et rencontrer Julien Maury. Merci beaucoup, Julien. Ça a été un vrai plaisir. Michel, merci. Jean-Luc, je vous dis pas merci. Mais je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. À bientôt.